Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous en arrivons à la chronique 232. Et dans cette chronique, je vais faire court. Bien entendu, je vais faire un déroulé de l'explication historique de l'âge d'or qui a prospéré dans la corruption aux États-Unis. Quelque chose qu'il faut à un moment donné trancher dans le vif, face aux idées reçues qui nous vendent effectivement de moins de bureaucratie, moins d'État et plus de liberté d'entreprendre. Et finalement, dans cette étude, qui est quand même un élément important, puisque je me base sur les travaux de Richard White, qui est professeur émérite d'histoire à l'université de Stanford. Comme ça, on ne pourra pas m'accuser d'utiliser un professeur émérite de l'université de Moscou. Et donc, dans cette synthétisation, je vais essayer de vous expliquer que ce que les, aujourd'hui, braves libéraux, à commencer par Macron, jusqu'aux penseurs américains contemporains, passant de Biden à Donald Trump, nous vantent que la réussite ne peut passer que par l'absence de l'État. Or, il faut savoir qu'entre les années 60 et 70, âge à laquelle les États-Unis ont été les moins corrompus, comme par hasard, période où le keynésianisme fut une doxa en vigueur. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous faire un déroulé, effectivement, succinct, pour ne pas rentrer trop dans les détails, afin que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Cependant, je dois préciser que les États-Unis se sont construits sur une forme de corruption. Ça, beaucoup de gens aujourd'hui, bien entendu, ont tout intérêt à le taire. Alors rentrons dans ce qui nous occupe. Alors je dirais que les États-Unis devenaient la première puissance industrielle du monde à la fin du XIXe siècle. Ceux qui se trouvaient au sommet de l'échelle économique de l'âge d'or américain ont accumulé des fortunes spectaculaires. En 1890, les 4000 millionnaires du pays détenaient 20% de la richesse du pays, et avec cette énorme richesse est devenue une corruption, je dirais, politique colossale. Les géants de l'entreprise pouvaient acheter tout ce qu'ils voulaient, y compris les politiciens. Richard White, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, puisque c'est à la lumière de ses travaux, professeur émérite d'histoire à l'université de Stanford, et auteur de The Republic for Which It Stands, The United States During the Reconstruction for Gilded Age, 1865-1896, affirme que l'âge d'or a été, je dirais, l'une des époques les plus corrompues de l'histoire américaine, principalement à cause de l'essor des entreprises et de la croissance des moyens de communication modernes, qui ont, je dirais, intensifié le fonctionnement de la corruption, ce que nous connaissons aujourd'hui par les hautes technologies. On voit avec quel cynisme les oligarques, je dirais, de l'économie de marché, de la mondialisation, et avec quel cynisme ils font des affaires et s'enrichissent même quand la situation, je dirais, est la pire pour les peuples. Alors, bien entendu, le mot qui était précisé à l'époque, qui était cru dans les esprits, c'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, non plus. Et cela a été écrit par l'ancien président Rutherford B. Hayes dans son journal en 1886. C'est un gouvernement par les entreprises, des entreprises et pour les entreprises. Vous savez, c'est un peu comme on a substitué les droits de l'homme par les droits du commerçant. Alors, les politiciens ont reçu des pots de vin, je dirais, oui, n'ayons pas peur de le dire, d'une beauté spectaculaire de la part des entreprises, et ont exigé des pots de vin, car le coup de main qu'ils tendaient venait souvent avec une paume largement ouverte. Alors, précisons effectivement quels sont les outils et les éléments qui ont mis en place la possibilité de cette corruption endémique. Alors oui, les chemins de fer tout d'abord, qui étaient à l'avant-garde de la corruption politique. Les chemins de fer ont propulsé l'expansion de l'économie américaine, alors que les voies ont presque quadruplé entre 1871 et 1900. Pour le petit entrecrochet, je pense que toute personne a regardé à un moment donné
ce feuilleton un peu culte que fut La Petite Maison dans la Prairie, avec ce fermier idéal que fut Charles Ingalls avec sa petite famille. Et avec toute cette petite ville de Walmer Grove où tout le monde s'entendait. Alors moi je vous invite à regarder le dernier épisode et vous verrez comment la corruption, même dans ce feuilleton, qui est un feuilleton qui finalement est à l'eau de rose, mais regardez le dernier feuilleton où ils sont obligés de détruire leur bâtisse eux-mêmes, donc de détruire leur propre ville, parce que le chemin de fer passe, et ces manias-là ont décidé de racheter ce village, et comme les habitants de Walmer Grove ne veulent pas leur céder 1 centimètre de ce qu'ils ont bâti, préfèrent détruire leur propre ville pour éviter que ces manias reprennent la petite ville et en font un lieu de commerce. Donc on est plein dedans. Et pourtant c'est un, feuilleton qui ne paye pas de mine et qui est souvent plus naïf qu'autre chose. Alors revenons effectivement à 1871 et 1900. Le gouvernement fédéral, a aidé à financer ces énormes projets d'infrastructure en accordant plus de 150 millions d'acres de terre aux compagnies du chemin de fer qui les ont bien entendu vendus pour augmenter leurs revenus. Vous voyez, quand on revient à la fin du feuilleton, c'est ce qui s'est passé. Alors, les chemins de fer ont besoin de franchises et de subversions monopolistiques. Pour les obtenir, ils sont plus que disposés à soudoyer les agents publics. Et ça, c'est White qui l'explique bien dans ses travaux. Par exemple, le Central Pacific Railroad a dépensé 500 000 $ par an en pots de vin, à peine déguisés, entre 1875 et 1885. Dans le cas le plus, notoire de corruption liée au chemin de fer, les dirigeants de l'Union Pacific Railroad ont formé une forme d'entreprise de construction, Crédit Immobilier, qui a soumis effectivement des factures près du double du coût de construction de la partie est du chemin de fer transcontinental et a empoché, bien entendu, les surcoûts. Alors, pour éviter toute enquête et garantir que les votes profitent à l'entreprise, les responsables de chemin de fer ont soudoyé environ une douzaine de membres influents du Congrès, avec des actions du crédit immobilier à des prix inférieurs au marché. Emporté dans le scandale du crédit immobilier était non seulement de Ulysses S. Grant, premier vice-président, mais son deuxième aussi. Ce qui a été bien entendu bien plus tard effectué également par la mafia. Alors, la grève s'est encore rapprochée de Grant et le scandale du Whisky Ring, dans lequel des agents fédéraux et des distillateurs de whisky ont sous-déclaré les ventes pour tromper le gouvernement sur les recettes et les taxes, acquises et empocher l'argent au piège du secrétaire personnel de Grant. Orville Babcock, dans une tentative de coincer le marché de l'or, le financier de Wall Street et mania des chemins de fer, le Jay Gould, a soudoyé également Abel Redbone Corbin, qui avait épousé la sœur de Grant, pour qu'il use de son influence pour orienter le président vers des politiques qui favorisaient le plan du baron des voleurs. Grant n'est pas un homme corrompu, pour autant, que je sache, selon White, mais il combine un incroyable manque d'attention aux détails étonnants, compte tenu, bien entendu, de son dossier militaire et d'une loyauté aveugle envers ses amis. Alors, bien entendu, nous en arrivons à cette analyse des conséquences, qui est, dans les faits, la structure salariale qui a rendu les agents publics vulnérables au greffage. Les agents publics, par exemple, étaient vulnérables à la corruption parce que beaucoup ne comptaient pas sur leur salaire pour leurs revenus, mais sur une réduction des frais ou des taxes qu'ils percevaient à l'instar des commissions de vente. Ensuite, les impôts sont réduits, mais ces bureaux sont des entreprises à but lucratif. Toujours selon White,
à propos de la gouvernance payante à l'âge d'or. La plupart, je dirais, des maîtres de poste, par exemple, gagnaient un pourcentage des timbres qu'ils vendaient, et les procureurs percevaient des honoraires pour chaque affaire, je dirais, pour chaque affaire qui s'intensifie et qui serait intentée. White dit que ce système de paiement s'est facilement transformé en corruption et en fraude. Par exemple, les agents des douanes pouvaient percevoir la moitié des pénalités payées sur les marchandises qu'ils jugeaient sous-évaluées pour l'importation ou être remboursés pour ne pas, je dirais, signaler les malversations des machines politiques urbaines telles que, par exemple, le Tammany Hall de New York, qui ont acquis un grand pouvoir, et des pots de vin en distribuant ces fonctions publiques très lucratives comme des prunes politiques. Alors, ils ont également, il faut savoir, organisé des élections, commis des fraudes électorales généralisées et accepté des pots de vin somptueux lors de l'attribution de contrats. Le chef de Tammany Hall, William Boss, Tweed et ses acolytes ont volé entre 45 millions de dollars et 200 millions de dollars de fonds municipaux. Un chiffre, je dirais, se chiffrant en milliards de dollars aujourd'hui, si on fait effectivement la comparaison du ratio. Et Tweed a accumulé suffisamment de greffes pour devenir le troisième plus grand propriétaire foncier de New York, jusqu'à ce que sa condamnation sur 204 chefs d'escroquerie, ce qui n'est quand même pas rien. Une forme de corruption plus subtile que le politicien Tammany Hall, George W. Plunkett, a défendu comme une greffe honnête et a également miné l'âge d'or. Au lieu de voler les coffres publics et de faire chanter les propriétaires d'entreprises, voire même des politiciens tels que Plunkett, qui ont utilisé leur connaissance intime de l'endroit où les travaux publics seraient construits, pour se lancer dans une sorte de, je dirais, de spéculation foncière très rentable. Alors une grande partie de la corruption de l'âge d'or est la capacité d'obtenir des informations privilégiées et, ma foi, de les utiliser à des fins privées, a déclaré White. Alors nous en arrivons effectivement à ce que je disais tout à l'heure, la bureaucratie met fin à la corruption de l'âge d'or. Et ça c'est un fait, c'est factuel, c'est sourcé, je veux dire, il n'y a même pas à discuter. Alors on peut nous vendre effectivement beaucoup de chimères, mais l'histoire n'a qu'une honte, c'est d'être dévoyé. Alors le tournant du XXe siècle a apporté l'aube de l'ère progressiste, qui a mis fin à la corruption de l'âge d'or. Les journalistes, donc Mokraking, qui ont dénoncé la corruption politique, ont ouvert la voie à la promulgation de réformes par le président Theodore Roosevelt, notamment une réforme fiscale et électorale, ainsi que les limitations du pouvoir des entreprises. Ce qui allait, bien entendu, à l'encontre de la vision, je dirais, libérale de Milton Friedman. White dit que le développement d'une bureaucratie gouvernementale a joué un rôle majeur dans la fin de la corruption politique de l'âge d'or. Une série de lois assurant une surveillance et passage d'une gouvernance basée sur les honoraires à une structure salariale ont entraîné une baisse spectaculaire des cas de corruption. Et si l'âge d'or est la période la plus corrompue des États-Unis, la période entre l'ère progressiste et les années 60 et 70 est parmi la moins corrompue. Alors vous voyez, quand nous entendons aujourd'hui beaucoup d'ignorants qui mélangent propagande et histoire politique et économique, nous voyons bien que l'importance d'un État-providence avec une administration est un élément qui, effectivement, évite à certains qui auraient trop de pouvoir de s'accaparer, effectivement, toutes les matières premières, y compris la privatisation de l'ensemble du pays, et qui ferait du peuple un sous-traitant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.